Jean-Baptiste Ayrault, bonsoir. Vous êtes porte-parole de l'association Droit au logement. Alors, le gouvernement propose toute une série de réformes qui concernent le monde HLM. Alors, première mesure, le gouvernement annonce qu'il va réévaluer tous les 6 ans la situation des locataires en HLM. Julien Denormandie, vous savez, qui est secrétaire d'État à la cohésion des territoires, dit « Trop de ménages occupent des 3 ou 4 pièces alors que leurs enfants sont partis depuis longtemps ». Est-ce que c'est une bonne idée, ça ? Écoutez, la réévaluation, on ne voit pas trop l'intérêt, parce qu'il y a déjà des dispositions légales qui prévoient de proposer aux locataires en sous-occupation une solution de relogement. Est-ce qu'il ne faut pas un peu de coercition ? Il y a 1 700 000 ménages qui attendent d'être logés. Il y a déjà une coercition, puisque ça peut même aller jusqu'à une procédure d'expulsion. Donc nous, il y a des gens qui habitent en HLM, leurs enfants sont repartis, on menace de les expulser parce qu'ils n'ont plus d'enfants ? La loi le permet. Oui, mais on le fait, ça ou pas ? Oh, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas... L'idée, c'est de réévaluer ça tous les 6 ans, ce qui nous paraît important surtout, c'est qu'on propose aux personnes souvent âgées, on leur propose un logement plus petit, même loyer au mètre carré. Ouais. Parce qu'en général, on fait des propositions aux gens avec des logements plus petits et des loyers plus chers ou équivalents. Donc si vous voulez, là, ils s'en trouvent pas. Des loyers plus chers ? Oui, parce que entre le logement social auquel on habite depuis 30 ans ou 40 ans, les politiques des loyers ont changé. Et donc, quand on reloge quelqu'un dans un logement plus récent, le loyer est beaucoup plus élevé. Donc là, c'est là-dessus, on pense qu'il faudrait régler cette question, de telle sorte à ne pas aller après dans des mesures coercitives du genre où vous faites une procédure d'expulsion si vous refusez. Ce que veut faire le gouvernement, il y a 1 700 000 ménages qui veulent aller en HLM. On sait qu'en HLM, les gens, quand ils y sont, ils ne les quittent plus. Donc le gouvernement trouve des solutions. Deuxième idée qu'il a, c'est de fixer davantage les loyers en fonction du revenu pour que les gens aisés, finalement, ils soient incités à partir, à aller dans le secteur privé. Oula. C'est pas de ça qu'il s'agit. Bon, alors fixer davantage le loyer en fonction du revenu. Tout de suite. Non, il y a un surloyer, effectivement, qui existe et qui peut même être très élevé pour les ménages qui ont des revenus qui dépassent largement le plafond de loyer. Bon, voilà. Donc là, pour le surloyer, on est d'accord. Ça, on est entièrement d'accord. Après, la question qui se pose, c'est un autre sujet. C'est-à-dire de dire on fixe les loyers en fonction des revenus des locataires, c'est une autre histoire. Parce que ça veut dire que derrière se cache l'idée de baisser encore les APL, parce qu'on va fixer des loyers plus bas pour les ménages aux revenus modestes. Mais les conséquences sont que les locataires qui ont un peu plus de revenus, sans forcément dépasser les plafonds de revenus, ces ménages-là vont payer pour ceux qui ont des revenus plus faibles. Et donc, ça va produire des tensions quand même internes assez graves et amener aussi à une montée des loyers à l'intérieur du parc social. Donc, encore rejeté. Alors, troisième mesure, on n'est pas chaud. Il y en a beaucoup. Troisième mesure, permettre aux locataires HLM de devenir propriétaires. Le gouvernement veut multiplier par 5 la vente aux locataires d'appartements HLM. Si les locataires veulent accéder, pourquoi pas ? Simplement, en règle générale, les locataires HLM n'ont pas beaucoup de revenus, parce que malgré tout ce qu'on pourra dire, les locataires HLM sont plutôt dans le quart le moins riche des ménages. Bon, voilà, ils sont, en tout cas, de manière à 95%, ils sont dans la moitié la moins riche des ménages en France. Donc, ils ne sont pas riches. Et souvent, ils n'ont même pas les capacités, les moyens d'accéder à la propriété, même dans l'acquisition d'un logement social. Donc, ce qui est dans le projet de loi, c'est de desserrer un petit peu la réglementation, pour amener à la vente, on va dire, vers le secteur privé, vers des personnes accédant à la propriété qui viennent de l'extérieur du parc social, voire même, si on n'arrive pas à vendre ces logements, à les vendre à d'autres sociétés. Donc là, si vous voulez... D'accord. Alors, la mesure suivante, je suis sûr que vous allez être pour. Le ministre Jacques Mézard veut mettre plus de lisibilité dans les critères d'attribution. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on ne sait pas tellement pourquoi un tel a décroché un HLM et pourquoi un tel ne l'a pas décroché. Et du coup, il y a une suspicion. Quand c'est flou, il y a un loup et on se dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas du copinage dans l'attribution des HLM ? Donc le gouvernement veut mettre un système de notation la cotation, c'est ce qu'on appelle la cotation de la demande. C'est fait à Rennes. À Rennes, ça marche assez bien, mais ça marche bien parce qu'il y a beaucoup de logements sociaux. C'est-à-dire qu'en réalité, la mairie de Rennes a mis en place une politique de captation du foncier, parce que la grosse difficulté dans les villes, c'est ça. C'est qui va pouvoir récupérer le terrain à construire. Et donc, la mairie de Rennes mène depuis longtemps une politique de captation du foncier, ce qui fait que le système de cotation de la demande, il est juste et il s'applique. C'est-à-dire qu'effectivement, ceux qui ont le plus de points sont relogés plus rapidement que ceux qui en ont moins. Bon, par contre, on a vu le même système de la cotation qui est tenté là depuis quelques années. C'est quoi les critères d'ailleurs ? À Paris.
C'est profession, nombre d'enfants, revenus. Non, c'est les revenus, conditions de logement, bon, composition familiale bien sûr, mais c'est surtout conditions de logement, surpeuplement par exemple, logement indécent, revenus faibles, difficulté de taux d'effort, c'est-à-dire la part que les gens consacrent au loyer est plus élevée. Vous voyez, c'est la situation sociale qui est plus prise en compte, plus l'ancienneté. Oui, que ceux qui attribuent les logements ont aussi à cœur de vouloir entretenir une certaine mixité dans les logements HLM, pour ne pas faire des ghettos avec des gens qui seraient tous les mêmes ou issus des mêmes critères, non? Oui, bien sûr. C'est important, ça, non? Oui, la question de la mixité sociale est importante, mais il faut qu'elle soit dans les deux sens. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il faut aussi lutter contre les ghettos de riches. Ah oui. Donc, dans les HLM, il y a des riches? Non. Il faut faire du logement social à Neuilly, dans le 16e arrondissement, dans les quartiers riches, dans les villes riches. Il faut un peu équilibrer. C'est ce que fait un peu Anne Hidalgo, là, pour le coup. Vous êtes à Paris. Oui, c'est assez vrai. Par contre, ce que je dirais, c'est que la loi, elle édulcore un petit peu le sujet. C'est-à-dire que, bon, dans les villes riches, en quelque sorte, où il n'y a pas beaucoup de logements sociaux et où il faudra en construire, c'est ce que dit la loi, eh bien, la proposition serait que les personnes qui accèdent à la propriété dans ces communes-là, eh bien, enfin, là je me suis mal exprimé, en tout cas dans les villes où il y aurait des ventes de logements sociaux, ceux-ci seraient considérés pendant 10 ans encore comme des logements sociaux. Et ça nous pose un problème parce que si vous voulez, enfin bon, c'est des mécanismes internes qui font que les bailleurs vont essayer de vendre plutôt dans ces villes-là, etc. Là, il y a un peu une édulcoration du dispositif. Vous qui êtes un spécialiste de toutes ces questions, est-ce que vous voyez des abus? On sait qu'il y a des gens qui mettent en location leur logement social sur Airbnb. Il y a des gens qui vivent à la mer et qui considèrent que c'est un pied-à-terre à Paris. C'est pas acceptable. Vous le voyez, ça? Bah, écoutez, moi j'habite dans un immeuble HLM, dans un quartier populaire. Bon, voilà, a priori, je n'ai pas ça. Voilà. Mais ce n'est pas impossible. De temps en temps, on voit des articles de presse qui nous mettent le nez sur ça. C'est le clientélisme, il y a encore un peu du copinage, etc. Non, c'est sûr que ce n'est pas acceptable. Alors après, est-ce que la cotation de la demande va régler le problème? C'est-à-dire, en gros, de donner des notes aux demandeurs de logements sociaux avec l'idée sous-jacente que c'est ceux qui ont le plus de points qui sont relogés le plus rapidement. Donc c'est ceux qui sont les plus en difficulté. C'est ça, au fond, la cotation de la demande. Et là, on a un petit problème parce qu'à Paris, ça ne fonctionne pas vraiment. Bon, parce que les gens qui ont beaucoup de points, ils ne sont pas forcément relogés plus vite que d'autres qui en ont moins. Et ce n'est pas lié au clientélisme, ce n'est pas des politiques clientélistes, c'est lié au fait que les logements sociaux sont plus chers. Paris. Alors, on sait qu'il y a 1 700 000 ménages qui attendent de pouvoir être logés en HLM, qui n'y arrivent pas et qui, bien souvent, faute de papier, faute de revenus, se retrouvent confrontés aux marchands de sommeil. Le gouvernement veut durcir les sanctions contre ceux qui louent des logements insalubres à des prix prohibitifs, tout simplement parce qu'ils exploitent la misère humaine. Est-ce que là, vous vous dites bravo? Parce que là, il y a un grand coup de balai à faire. Bien sûr, il faut aller, faut pénaliser les marchands de sommeil. Mais nous, ce qu'on constate, c'est qu'on les criminalise de plus en plus. Bon, ils seraient considérés comme des trafiquants de drogue. Il y a des procès, il y a des condamnations, etc. Il y a des saisies de biens immobiliers. Bon, peut-être qu'il faut faire encore plus, mais ce qu'il faut surtout, c'est se donner les moyens d'éradiquer par des politiques du logement qui permettent de loger tout le monde convenablement. Parce qu'au fond, pourquoi il y a des gens qui vont se loger chez les marchands de sommeil? Parce qu'ils attendent un logement social, parce qu'ils n'ont pas d'autre solution pour se loger, ils n'ont pas assez d'argent, les loyers sont trop chers, et les prix de l'immobilier aussi. Donc c'est ça, au fond, c'est le logement cher qui est un peu la cause de tout ça et qui aboutit, d'une certaine manière aussi, qui entraîne aussi une gentrification, c'est-à-dire un embourgeoisement des centres-villes, montée des prix de l'immobilier. On l'a vu encore l'année dernière à Paris, dans toutes les villes attractives. Ça spécule à fond. Et ça, c'est vraiment ça qui est terrible, c'est qu'on ne voit pas de mesures susceptibles de, on va dire, de combattre efficacement la crise du logement dans notre pays, dans ce projet de loi. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Baptiste Ayrault, d'être venu commenter ces mesures du plan du gouvernement donc, pour relancer l'accès au logement. Je vois que vous n'êtes pas emballé par toutes ces mesures. Porte-parole de l'association Droit au logement. Merci. Il y a aussi la question de la dérégulation des rapports locatifs privés. Allez, on annonce le C'est dans l'air. C'est dans l'air. Vous restez là tout de suite. Donc, première journée de grève à la SNCF. Le mouvement a-t-il été suivi? Comment réagissent les usagers? Comment réagit l'opinion publique? C'est dans l'air est intitulé ce soir « La bataille du rail et de l'opinion ».